Bonjour. Donc, normalement, avec ces chapitres généralité, on acquérit toutes les notions essentielles à garder avec nous, un peu comme une valise avec laquelle on peut procéder dans ces cours pour aller voir les autres thèmes qui nous attendent. Les thèmes suivants, c'est un thème où la grandeur importante est la température. On a déjà parlé d'elle parce qu'elle figure parmi les unités ici, les grandeurs fondamentales pour lesquelles on a choisi des unités ici. Et on peut parler de la température d'un corps, la température à laquelle un certain phénomène se passe. Et déjà depuis l'Antiquité, on classifiait les phénomènes en tant que chaud et froid. C'est vraiment quelque chose de très important pour la température. C'est une grandeur macroscopique. On n'a pas besoin d'instruments ultra sensibles pour voir que le feu est en température plus haute comparée à la température, par exemple, de la peau d'un serpent. Donc, depuis toujours, on assigne au fait des températures, on peut comparer des températures. Après, avec la méthode scientifique qui s'impose, c'est le moment où on commence aussi à construire des instruments pour pouvoir mesurer la température. Plusieurs scientifiques essaient, y compris Galileo, dont on a déjà parlé. Le problème, c'était que chaque laboratoire, chaque scientifique, utilisait ses propres références, ses propres repères pour donner des valeurs de température, ce qui rendait très difficile les échanges entre scientifiques. Autour de 1720, en fait au XVIIIe siècle, on a vraiment ressenti l'exigence d'avoir des échelles de température pour pouvoir comparer les différentes mesures prises dans différents laboratoires. À ce moment-là, je donne à chaque élève un phénomène ou un corps et je demande s'ils sont capables de comparer entre eux ces phénomènes. Évidemment, les premières, on les place quelque part dans les domaines du très chaud ou dans les domaines du très froid, et après les autres, on peut les placer en cherchant de comparer ces différentes valeurs. Quand on les fait, on les compare et on va découvrir qu'on a tout de suite une opinion. On sait tout de suite si un certain objet, c'est plutôt dans les domaines du froid, du chaud, intermédiaire. On peut faire des erreurs, bien sûr, mais on a quand même une opinion sur les choses. Et ça vient du fait que la température, c'est vraiment une grandeur macroscopique, facile pour nous de donner une opinion. Quand on met ensemble les différents phénomènes et objets, on trouve au fait qu'ils sont en moyenne placés comme ça. Ici, les objets les plus chauds qu'on avait dans la liste, et ici, la température la plus froide dans la liste, mais aussi vraiment possible pour la matière. Et pour ceux qui ne savaient pas, en fait, on se rend compte à ce moment qu'il y a une limite inférieure à la température. Ce qu'on appelle le zéro absolu, on va en reparler. Alors, en fait, l'idée, c'est qu'à partir de ce moment-là, au XVIIIe siècle, il y avait plusieurs phénomènes. Certains de ces phénomènes qu'on a listés n'étaient pas vraiment encore connus, d'autres étaient connus. Et différentes personnes proposent des échelles qu'on appelle des échelles arbitraires. Par exemple, un médecin allemand qui vivait à Danzig propose une échelle qui se base sur les corps humains. Et donc, ils disent, je vais donner à la température moyenne du corps humain la température des sang, depuis on appelle 100 Fahrenheit, et à la température minimale que j'ai pu vivre dans mon laboratoire cet hiver à Danzig, la valeur 0. Il propose cette échelle à la communauté scientifique qui dit « Ah bah c'est pas une mauvaise idée, mais c'est vrai que la température minimale dans la ville de Danzig, nous on ne peut pas la reproduire facilement chez nous. Donc ils vont choisir une température qui est la température d'un bloc d'eau salée en train de fondre. Donc ils vont faire monter un petit peu ces valeurs. Et on va appeler ça l'échelle Fahrenheit. Et donc après, tout le monde peut mettre son thermomètre dans de l'eau salée qui est en train de glacer, tracer un petit signe, ensuite de le mettre à côté de son corps sur l'aisselle, tirer un autre petit signe, et là on divise par 100 et vous savez 100 Fahrenheit, et vous pouvez utiliser votre thermomètre pour mesurer n'importe quel autre phénomène. C'est une échelle arbitraire parce que parmi toute la liste de phénomènes possibles, Fahrenheit a choisi les corps humains et en fait, la température de la glace salée qu'il faut. Un autre choix, toujours arbitraire,
a été fait par Monsieur Celsius. Monsieur Celsius, il n'était pas médecin, il était physicien en Suède. Donc, il dit, dans tous les laboratoires, il doit y avoir de l'eau. Normalement, on peut facilement attendre la solidification et l'ébullition de l'eau. Et donc, il va choisir ces deux phénomènes pour donner en valeur 0 et 100. Tout le monde pourra calibrer son propre thermomètre. On divise 100 par 100, vous obtenez ce qu'on appellera depuis en Celsius. La communauté scientifique valide ça et dit, finalement, c'est pas une mauvaise idée. On peut vraiment calibrer facilement nos thermomètres et commencer à échanger entre nous des valeurs de température dans une échelle commune. Donc, ces échelles ont beaucoup aidé la circulation des idées, des recherches, etc. C'est très bien. Mais il ne faut pas oublier, ce sont des échelles arbitraires. Donc, dire que l'eau est à 100 degrés Celsius, ces valeurs 100 n'est pas une valeur vraiment scientifique, c'est la valeur qu'on a donnée à cette situation-là. Donc, ce ne sont pas des valeurs absolues. Quand on travaille avec la température, on se pose vraiment la question. À ce moment-là, les scientifiques ont commencé vraiment à se poser la question, qu'est-ce qu'on est en train de mesurer avec la température? Qu'est-ce qui change d'un corps initialement très froid et qu'après on le fait chauffer? Qu'est-ce qu'on est vraiment en train de changer? Ces questions ont permis vraiment de chercher des réponses jusqu'à pouvoir imaginer quelque chose qu'à l'époque on ne pouvait pas voir et pour laquelle on doutait encore de l'existence. Et on a commencé à imaginer que la matière qu'on connaît, elle est faite des molécules plus petites, qu'on peut appeler molécules ou atomes. Et en fait, la température, c'est une grandeur qui est macroscopique. On a dit, on a tout de suite une idée, mais en fait, qui nous informe sur une grandeur qui, quand elle est microscopique, qui est l'agitation, les mouvements des particules dans la matière. Avec la température, on est en train de mesurer les mouvements, l'agitation, l'énergie des atomes qui remplissent la matière. On a commencé à faire ces liens pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment la température. En fait, la température, c'est une grandeur un peu spéciale parce qu'elle relie les mondes microscopiques qu'on ne peut pas voir et les mondes macroscopiques pour lesquels on a tout de suite une opinion. Et donc, c'est pour ça qu'on peut expliquer que si on a de la matière à l'état solide, on continue à chauffer, les particules d'abord, elles vibrent à leur place, mais à un certain moment, elles passent à l'état liquide. Et donc, elles sont beaucoup plus libres, notamment d'adopter la forme du contenant. Et si on continue à chauffer, elles passent à l'état de gaz où les particules sont encore plus libres, elles peuvent occuper tout l'espace à disposition. Et donc, en fait, tout ça, ça va avec la température. Mais de la même façon, on peut se poser aussi une autre question. Qu'est-ce qui se passe si je refroidis de plus en plus la matière? La matière, une fois à l'état solide, elle vibre. Mais si je continue à refroidir, elle va vibrer de moins en moins jusqu'à arriver à une température spéciale où le mouvement de la matière sera nul. Et pour ce qu'on connaît la matière, on ne peut pas imaginer des atomes, des molécules immobiles. Ça sera une température spéciale à laquelle se passe quelque chose de paradoxal. On appelle cette température-là le zéro absolu. On a compris à ce moment-là qu'il y avait une température minimale, une température plus bas de laquelle on ne peut pas aller, parce qu'on ne peut pas imaginer que la matière soit immobile. Et ça, on l'a compris bien avant de le mesurer. Cette zéro absolu est une température beaucoup plus froide de ce qu'on a sur Terre. Sur Terre, on n'a pas une telle température naturellement, et plus froide aussi de ce qu'on a dans l'univers à côté de nous, dans le système solaire. Donc, c'est vraiment une température très froide qu'on a imaginée, qu'on a calculée bien avant de l'approcher. Encore aujourd'hui, on ne peut pas l'attendre, on peut s'approcher. Maintenant, on s'approche beaucoup pour des petites expériences, mais on l'a compris bien avant de la mesurer. Et donc, on a découvert qu'il y a une température minimale qu'on appelle le zéro absolu. Et là, c'est Lord Kelvin qui a proposé une nouvelle échelle, cette fois-ci absolue, parce qu'elle sera proportionnelle à la température et donc à l'énergie des atomes. On va donner 0, là où il y a 0 Kelvin, 0 énergie, et après, plus la température augmente, plus l'énergie augmente. Et donc, en fait, on a cette nouvelle échelle. Cette échelle est absolue, donc elle est vraiment en train de nous dire quelque chose.
quand la température en Kelvin augmente, l'énergie des molécules est en train d'augmenter. Quand on a choisi l'échelle Celsius, on a fait en sorte d'avoir une différence, on a gardé les mêmes espacements de Kelvin, afin de garder seulement une différence de 273 entre les 0 Celsius et les 0 Kelvin. Et c'est ça, en fait, là, on a compris. Alors maintenant, l'échelle absolue, c'est quelque chose qui part vraiment de la nature, de l'observation de la nature. Il y a une température minimale à laquelle on donne la valeur 0. Et après, il y a une température absolue qui est reliée à l'agitation des molécules. Et après, on a l'échelle Celsius qui on partage la même graduation, mais en différence de 0.0. Et après, il y a l'échelle Fahrenheit, par contre, qui est pensée différemment, parce que c'était un médecin qui pensait différemment. Néanmoins, on a des formules pour convertir les températures et on peut les appliquer.